Je vais vous parler un peu du système d'interpaiement des BRICS qui est né, le système d'interpaiement des BRICS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'interpaiement? L'alliance économique Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui s'est élargie à plusieurs pays maintenant, et qui englobe pratiquement plus d'une cinquantaine de pays désormais, l'alliance des BRICS, a décidé de mettre en place un système d'interpaiement indépendant du système international actuel qui est chapeauté par les États-Unis et le dollar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'interpaiement? C'est simplement la règle qui veut que désormais un certain nombre de pays et d'économies du monde ont décidé d'échanger entre elles sans passer par la médiation de la monnaie américaine. Parce que chaque fois qu'il y a médiation par la monnaie américaine, il y a paiement de taxes aux États-Unis, mais il y a également la possibilité d'être victime de sanctions américaines. Donc, ils ont décidé de commercer entre eux sans passer par un intermédiaire. Et tous ces pays des BRICS ont donc décidé de connecter leurs plateformes d'échange de telle façon que il soit possible d'acheter, de vendre entre les pays BRICS sans passer par le dollar. Alors, quel est l'avantage dans tout ceci? L'avantage d'abord, c'est qu'il va y avoir donc une ouverture directe des marchés de plusieurs économies, les uns aux autres, indépendamment des grandes puissances occidentales. Donc, il va y avoir une contre-économie. Une économie extrêmement variée et diversifiée, mais indépendante eh bien, des grands flux et des grandes allées de contrôle de l'économie mondiale par l'Occident. Il y a une deuxième conséquence, c'est que les taxes prélevées à travers le dollar par les États-Unis et leurs alliés européens vont disparaître. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner dans les caisses américaines. Le système des BRICS signifie l'effondrement d'une bonne source d'entrée de devises pour le trésor américain et pour les multinationales américaines. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on passe par un biais de dollar, chaque fois qu'on passe par le dollar pour acheter quelque chose, on paye au passage quelque chose aux États-Unis. C'est comme si on avait emprunté de l'argent aux États-Unis et qu'on rembourse cet argent avec taux d'intérêt. C'est tout. Donc, pour le moment, on est loin de pouvoir imaginer la quantité d'argent que les Américains vont perdre. Parce qu'on ne passe plus par leur poste douanier pour échanger avec les autres pays du monde. Il y a une troisième raison qui m'a amené à vous parler de ce sujet. Le système interbancaire de paiement démystifie l'économie spéculative qui s'était emparée de l'enseignement universitaire, académique et mondial de l'économie. Je ne sais pas si... Bon, alors moi, j'ai été aidé par le type de parcours scolaire et universitaire que j'ai fait. Quand je faisais ma licence de philo à l'université de Yaoundé, on avait la possibilité de faire une option dans une discipline qui n'est pas celle de notre fac, qui n'est pas celle de notre département. Par exemple, il y a des gens qui faisaient une licence de lettres et ils faisaient option droit. Donc moi, j'ai fait une licence de philosophie, spécialité histoire de la philosophie. Écoutez bien l'option, option économie. C'est une idée géniale qu'on avait dans l'université camerounaise des années 60, 70, 80, de tout faire que chaque cadre camerounais qui était formé à l'université ait une ouverture multidisciplinaire. Notre ancienne licence de philo, c'était une licence qui se faisait en 3 ans, mais on commençait la première et la deuxième année à étudier toutes les sciences humaines, pas que la philosophie. Il y avait la philosophie, il y avait la psychologie et il y avait la sociologie. Ces 3 sciences humaines, y compris dans l'ethnologie et l'anthropologie qui sont des nuances par rapport à la sociologie, tout cela était enseigné en bouquet à l'étudiant. En 3e année, il se spécialisait fortement dans l'une de ces disciplines. Ce qui fait que la plupart de mes camarades qui sont devenus aujourd'hui au Cameroun des sociologues, d'autres des psychologues ou d'autres des philosophes, sont des camarades avec lesquels j'ai fait 1e et 2e année de sciences humaines. Et donc, moi, mon option, c'était, en plus de ce bouquet de sciences humaines, l'économie. Ce qui m'a permis très vite de comprendre qu'il y avait un problème avec la science économique. C'est qu'en science économique, par exemple, c'est une science, alors je vais vous montrer un tout petit livre qui illustre un peu ma démarche. Quand vous entrez dans une science là, il y a quelque chose qui vous crée des difficultés quand vous étudiez une nouvelle science. Ce qui vous crée des difficultés, c'est le jargon, la terminologie de cette science. Par exemple, si vous voulez faire des études de philo et que tout d'un suite, je me mette à vous parler de l'essayité.
ou que je me mette à vous parler du caractère ontologique, ou du caractère synalagmatique de la justice, ou que j'entre dans une analyse sur les principes a priori de la sensibilité. Et je commence à parler comme ça, vous allez tous partir ici, n'est-ce pas? Parce que vous allez dire que bon, le grand prof a encore commencé ces trucs, vraiment là, c'est gâté, c'est plus pour nous, on ne comprend plus rien. Est-ce que vous savez que la plupart des Africains ont fui l'école uniquement parce qu'on ne leur a pas donné les clés, la terminologie d'une science? Est-ce que vous savez que la faiblesse en maths, chez la plupart des jeunes, vient du fait qu'ils ne comprennent pas le langage mathématique? Et que les profs de maths ne sont même pas formés à enseigner le langage mathématique, puisque pour eux, c'est évident. Ce que c'est qu'une parallèle, ce que c'est qu'une intersection. Chez eux, c'est évident ce que c'est qu'une différence, un produit, une somme. C'est évident pour quelqu'un qui fait des maths. Mais il ne se rend pas compte, celui qui fait des maths habituellement, que ce n'est pas un langage ordinaire pour les gens. Donc, par exemple, très vite, je me suis rendu compte que quand je commençais à étudier une nouvelle science et que j'achetais des petits ouvrages sur les termes, les concepts fondamentaux de cette science, une fois que je maîtrisais les concepts fondamentaux, tu ne m'impressionnes plus. Parce qu'en fait, maîtriser les concepts fondamentaux d'une science, c'est comme maîtriser l'alphabet d'une langue. Une fois que tu maîtrises l'alphabet, tu peux prononcer correctement les mots, n'est-ce pas? Tu connais A, B, C, D, tu connais les 26 lettres. À partir de là, tu peux prononcer correctement les mots. Oui ou non? Eh bien, toute science a elle aussi, très clairement, une structure. Toute science a elle aussi, d'une manière ou d'une autre, en fait, une langue de base. Et c'est sur la base de cette langue de base que vous rentrez et que vous commencez à maîtriser les complexités. Or, l'économie, c'est ça. Si tu ne possèdes pas la langue de base de l'économie, mais quand les économistes parlent, tu trouves que c'est des sorciers. La décision des BRICS, et je reviens à mon sujet principal, de mettre en place un système économique d'échange et d'interpaiement parallèle, nous ramène au fondement élémentaire de l'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie? Mais c'est l'ensemble des activités par lesquelles les hommes produisent, distribuent et consomment des biens, les uns avec les autres. Activité de production, activité de distribution et activité de consommation de biens et services. Et lorsque tu possèdes un bien que je ne possède pas, et que tu souhaites entrer en possession de ce bien qui te manque, la grande question pour moi, c'est de savoir lequel de tes biens m'intéresse. De telle façon que, en te cédant éventuellement une certaine quantité de mon bien, j'obtienne en retour quelque chose qui me manque. Parce que l'économie a besoin de fonctionner avec le manque. Il faut qu'il y ait du manque. Si tout le monde avait tout, ben, l'économie ne serait pas nécessaire. Alors, je possède du coton, toi tu possèdes des moutons. Ça tombe bien, je n'ai pas assez de moutons. Mais toi, tu n'as pas assez de coton. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on se rencontre et on s'entend sur la quantité de coton que je dois te donner pour telle ou telle quantité de moutons. Cette entente-là, c'est la création d'une monnaie commune. D'une règle d'échange commune. Le système des BRICS, c'est juste ça. C'est de dire, au lieu de systématiquement aller auprès de la banque américaine pour emprunter des dollars avec lesquels je vais aller acheter du coton. Mais écoutez, je suis le Mali. Je suis une puissance cotonnière. Toi, tu es, mettons par exemple, la Chine. Tu es une puissance qui fabrique pas mal de machines agricoles. J'ai des besoins en machines agricoles. Toi, tu as des besoins en coton. Mais on s'entend sur la valeur de mon coton et tu paieras mon coton en quantité de ma monnaie. Tu vas donc te procurer des quantités de ma monnaie à moi. Et on s'entend sur la valeur de tes machines et moi aussi, je vais payer tes machines en achetant une quantité de ta monnaie à toi. Donc bientôt, quand il y aura le Sahel, les Chinois, pour acheter du coton sahélien, vont acheter de la monnaie sahélienne. Ils vont acheter des millions de Sahel. Ils vont stocker des réserves de change de Sahel dans leur banque. Et que vont faire les Sahéliens pour acheter les machines chinoises? Mais ils vont stocker des yuan dans leur banque. Quand ils voudront acheter des machines chinoises, ils paieront avec leur yuan. Quand les Chinois voudront acheter le coton sahélien, ils paieront avec leur Sahel. En fait, l'économie, quelle que soit la complexité qu'on va vous donner à ce concept, c'est juste la sophistication du troc. C'est-à-dire de l'échange de base que l'on retrouvait dans les sociétés de la cueillette, les sociétés de la pêche et de la chasse. L'échange de base. Je possède une cuisse d'éléphant.
Toi, tu possèdes 3 ballots de tissu blanc. Est-ce que tu accepterais la moitié d'une cuisse d'éléphant en échange d'un ballot de tissu blanc? Oui. On se retrouve, je te donne, tu me donnes, chacun rentre et on se salue. Merci mon ami. La chance que nous avons avec le système d'interpaiement des BRICS qui est en train de se mettre en place, c'est que nous pouvons réenseigner simplement l'économie à nos enfants. Nous pouvons vraiment rescientifiser économiquement nos sociétés. Parce qu'en fait, entre-temps, le système occidental a fait triompher l'économie spéculative, c'est-à-dire le crédit sur crédit. Le système occidental a fait triompher l'économie fictive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la masse de billets de dollars qu'il y a dans l'économie mondiale ne correspond pas aux richesses réelles possédées par les États-Unis. Voilà les gens qui ont produit du dollar à crédit, qui vendent de la dette aux gens et qui passent pour des gens qui possèdent l'argent, alors qu'ils sont en fait les plus surendettés au monde. Puisque de toutes les façons, la masse monétaire de dollars que nous avons dans le monde ne correspond pas à des richesses réelles. C'est-à-dire que pour que ce dollar ait de la valeur, il faut que nous, on mette derrière nos ressources, nos richesses réelles. Vous comprenez? Le système des BRICS met fin à la suprématie de la spéculation financière sur la production des richesses réelles. Nous revenons à une conception réelle de l'économie. L'économie remet les pieds sur terre, puisque désormais, les systèmes économiques échangent des intrants et des extrants sur la base d'une comparaison. Vous avez quoi? Nous avons quoi? Que voulons-nous de vous? Que voulez-vous de nous? Donc en fait, il doit y avoir une réforme de l'enseignement de l'économie. On doit réapprendre les concepts de base de l'économie aux jeunes Africains, en tenant compte de la dynamique économique du monde multipolaire. Parce qu'en fait, la science économique telle qu'elle a été enseignée, elle est faite pour produire des dominés. Elle est faite pour produire des exploités. Elle n'est pas faite pour produire des citoyens qui sont des acteurs économiques autonomes. Il faut sauver la science économique. Il faut restaurer la science économique dans ses concepts les plus adaptés au processus émancipatoire africain. Et donc, il faut repenser la structure intellectuelle de l'enseignement de cette discipline. Il y a un très bon travail qui a été entamé dans ce domaine par beaucoup d'auteurs. J'aime beaucoup un petit livre de Mbombok Basson qui reprend la question de la théorie économique de la valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Qu'est-ce qui est valable pour nous? Qu'est-ce qui peut être considéré comme digne d'être acheté et vendu? Il nous faut commencer par là. Nous entendre sur la valeur. Qu'est-ce qui vaut? Et en fonction de notre théorie africaine de la valeur, mais penser nos institutions économiques, nos institutions bancaires, penser nos entreprises, en fonction de notre vision solidaire de l'économie, de notre vision spirituelle de l'économie. Donc, les BRICS sont l'espace dans lequel cette créativité, cette recréation, cette résurrection de la pensée économique est possible. Voilà pourquoi il est de la plus grande importance pour les pays d'Afrique francophone de sortir du CFA et de s'engager dans le monde multipolaire des BRICS où il y a vraiment toutes les opportunités de développement endogène et autonome.